Hey, salut la gang, mon nom est Gélin, bienvenue à une autre capsule de Crypto J. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette deuxième capsule, dans le fond, c'est les origines. C'est quoi le Bitcoin? Ça vient d'où? Comment ça marche? C'est quoi cette bébête-là? Donc, on va regarder ça ensemble, puis on va s'appuyer un peu sur différentes images, des vidéos, des choses comme ça. À la base, le Bitcoin a été créé en 2008. Puis, c'est comme un algorithme qui est monté et qui a un nombre défini d'avance de Bitcoin. Il y en a 21 millions. Donc, c'est une monnaie, c'est comme une monnaie d'une devise qu'on appelle le Bitcoin. Il y en a plusieurs autres. Et c'est une monnaie qui a été inventée par des programmeurs pour pouvoir permettre l'échange de monnaie directement d'un individu à un autre individu. Si on regarde ici, par exemple, cette image-là, on voit que c'est le cycle d'une transaction d'un Bitcoin. Donc, on y va, c'est en anglais, je vous traduis ça vite, vite. Donc, on a une personne ici qui veut faire un- une transaction avec des Bitcoins, donc elle veut envoyer des Bitcoins à une personne. Donc, cette personne-là à qui elle veut envoyer son Bitcoin, elle a une adresse encryptée. Donc, c'est une clé, c'est un code encrypté et elle lui remet ce code-là et lui, il entre dans ce code-là, il va dire, je veux envoyer un montant précis de Bitcoin. Ensuite de ça, tout ce qu'il y a à faire, c'est de peser sur le petit bouton envoyer et le montant de Bitcoin qu'il a décidé va être envoyé à cette adresse-là qui est cryptée. Qu'est-ce qui se passe maintenant en arrière de ça? Là, c'est les machines qui commencent. Donc, les machines vont commencer par valider la clé, le code, va valider que le code est vraiment bon. Et ensuite de ça, il va envoyer cette transaction-là qu'on va appeler un bloc. Donc, la transaction qui est créée, c'est comme un bloc, d'où l'expression blockchain, donc une chaîne de blocs. Donc, ce bloc-là est envoyé au travers les ordinateurs partout dans le monde qui vont rouler l'algorithme pour décrypter ça. Ils appellent ça ici des mineurs. C'est pour ça qu'on voit souvent le symbole de pic ici. Donc, on a des ordinateurs, des mineurs, qui viennent valider que le bloc est bon, donc que la transaction est bien bonne et qu'elle est légale. Ensuite de ça, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer un bloc à l'intérieur de cette transaction-là. Et ce qui va se passer ici, c'est que chacun de ces ordinateurs-là va venir vérifier la transaction pour qu'il y ait ce qu'on appelle des validations. Et lorsque toute la transaction est validée et vérifiée, tout ça se fait quand même assez rapidement, c'est tout fait par ordinateur. La personne ici, Laura, là, qui voulait avoir l'argent, reçoit ses bitcoins et après le nombre de vérifications qui est requise, la transaction est terminée. Donc, on voit ici que c'est un processus, puis j'ai d'autres images pour l'expliquer encore de façon différente, là. Mais c'est un processus qui est vraiment de personne à personne. Donc, c'est pour ça que les banques n'aiment pas beaucoup ça. Donc, tout le système bancaire qui s'enrichit toujours quand on fait des transactions. Je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est 7 intervenants qu'il y a lorsqu'on fait une transaction bancaire, que ce soit par carte de crédit, par Interac ou peu importe. Il y a toujours 7 niveaux d'intervenants, puis chacun se prend une cote. C'est pour ça qu'il y a des frais quand même assez élevés au niveau des frais bancaires. Si on regarde ici, une autre façon de l'expliquer, donc on voit qu'il y a un ici, il appelle ça un counterparty. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle A qui veut envoyer des fonds à quelqu'un qui s'appelle B avec son ordinateur. Donc, il crée une transaction. La transaction est configurée à l'intérieur d'un bloc, ce dont on parlait tantôt. Donc, elle est encryptée à l'intérieur de ce bloc-là. Et le bloc est envoyé partout à travers le réseau des mineurs qu'on voyait tantôt, tous les ordinateurs. Et eux, ils viennent ajouter ce bloc-là dans un ledger public. Un ledger, c'est un grand livre. Donc, quand on parlait tantôt de transactions, toutes les transactions Bitcoin sont toutes encodées une à la fois et ils ont toutes une trace. Donc, toutes les transactions Bitcoin sont retraçables parce qu'elles sont toutes mises ici dans un grand livre public qui est disponible à tous, donc à tous ceux qui ont les algorithmes,
qui peuvent venir vérifier chacune des transactions. Donc, les gens qui disaient là, que les bitcoins, c'était du vent et que c'était pas sécure, là, même les banques commencent à regarder la technologie du blockchain, là, de cette sécurité-là, pour pouvoir adapter leurs transactions parce qu'ils s'aperçoivent que c'est vraiment révolutionnaire. Donc, une fois que le bloc a été validé ici par tous les ordinateurs publics, ici, la personne reçoit finalement son échange de Bitcoin. On regarde une autre petite image ici. Encore une fois, c'est toutes les mêmes choses pour expliquer la même affaire, c'est juste différents angles pour le voir. Donc, on a ici une personne qui veut envoyer des fonds à une autre personne. Donc, elle va établir sa transaction de Bitcoin. Le Bitcoin, il est encrypté et le bloc ici est envoyé à plusieurs ordinateurs qu'on appelle des mineurs qui vont venir valider la transaction. Donc, tout le monde ici dans le network, dans le réseau, va pouvoir valider la transaction. Une fois que la transaction a été validée plusieurs fois, elle est officialisée, elle est mise dans le grand livre officiel de Bitcoin et la personne reçoit ses Bitcoins. C'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer ici sur Netflix, il y avait un beau reportage, il est encore là d'ailleurs, si vous avez Netflix, allez le voir, ou vous pouvez aussi le trouver sur YouTube. Juste à taper Banking on Bitcoin, Banking on Bitcoin, et je vais vous faire jouer juste un petit bout. Couple hours, I became absolutely hooked. Was skeptical at first, didn't think it could possibly work, but have the skills to actually go in and look at it and convince myself that technically it was correct, that it could actually work. It was just an experiment to begin with, but I could see the potential with it. It's a fundamental innovation. That's how I think of it. Bitcoin is the most important invention, at least since the internet. Ask yourself, which is more important in your life, money or email? And I think Je ne vous fais pas jouer au complet, là, ça dure pas loin d'une heure. Écoutez, ça vaut la peine d'aller voir ça. On voit des gens ici qui sont des gens qui étaient là dès le départ du Bitcoin et que la majorité était toujours sceptique, mais ils se sont intéressés à ça. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont pas donner des témoignages comme quoi que le Bitcoin, c'est la nouvelle révolution depuis le email avec Internet, depuis Internet. Et qu'il y en a un ici, il dit que demandez-vous ce qui est le plus important, un email ou de pouvoir transférer de l'argent. Puis, le email, c'était révolutionnaire avec Internet. Et aujourd'hui, le Bitcoin au niveau du paiement et du transfert d'argent, c'est la nouvelle révolution. On s'en va là. Peu importe de quelle façon ça va évoluer, on s'en va vers ça. C'est certain, certain, certain. Je vais vous montrer un peu ça a l'air de quoi, parce que là, on va le voir dans les autres capsules, puis tout ça va s'éclaircir beaucoup. Je vous amène ici là, sur un graphique. Ça, c'est le graphique du Bitcoin depuis le mois de février. Donc, si je regarde ici au bout du mois de mars, il était à 1230 dollars américains. Ça, c'était au mois de mars 2017. Et au mois d'octobre, il y est allé jusqu'à 6100 dollars américains. Vous voyez, ça, c'est sa courbe de progression en l'espace de seulement un an. Les experts prévoient que le Bitcoin pourrait être autour de 10 000 dollars autour de Noël, là, après les fêtes, dans le début de 2018. C'est énorme, c'est énorme. Et si vous voyez, je vais vous montrer juste un petit peu plus loin. Et ça, on va revenir là-dessus. Regardez par exemple ici un petit graphique. Ça, c'est encore le fameux Bitcoin, mais vu juste sur quelques jours. Vous voyez que ça varie énormément. Quand on parle de volatilité, vous voyez ici, je vais juste prendre le niveau d'où il est aujourd'hui par rapport à où il était là 3 jours seulement. Il a varié de 12% à la baisse. Et on voit ici comment il avait monté à la hausse. Donc, c'est des variations importantes. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de la première capsule, dans le monde du Bitcoin, c'est un monde très volatile. Donc, on investit uniquement ce qu'on est prêt à perdre. Le but, ce qu'on va apprendre ensemble, ça va être de savoir quand est-ce qu'on achète puis quand est-ce qu'on vend. Tu sais, quand on était en haut ici, c'était pas le temps d'acheter, mais on a eu des signaux, puis on va revenir là-dessus dans les prochaines capsules. On a eu des signaux ici qui nous disaient que c'était le temps de vendre. Et aujourd'hui, on a un signal ici qui nous dit commence à penser à en racheter un petit peu. Encore une fois, si on veut faire du trade à court terme,
On va tout voir ça ensemble. Vous voyez que le Bitcoin varie énormément. Et comment ça fonctionne au niveau d'acheter et vendre des Bitcoins? Je vais vous montrer tout ça dans d'autres capsules. Vous allez avoir ici, là je suis sur Bitfinex. Donc Bitfinex, c'est un logiciel qui nous permet d'acheter et de vendre des Bitcoins. Et on voit ici en ce moment que le cours du Bitcoin est à 5515 américains. Et si je descends ici en bas, ben, qu'est-ce que je vois? C'est que je vois de ce côté ici, ce sont des gens qui veulent acheter des Bitcoins. Et de ce côté-ci, ce sont des gens qui veulent vendre des Bitcoins. Donc, on voit que le marché, c'est comme la bourse au niveau des Bitcoins et des crypto-monnaies. Ici, j'ai des gens qui disent, moi, je suis prêt à payer 5 510 $ et 0 sous. Et j'ai quelqu'un ici qui dit, moi, je suis prêt à en vendre à 5 510 et 10 sous. Donc, il y a 10 sous d'écart entre les deux pour qu'ils s'entendent. Sitôt que, là, vous voyez, là, le 5510 a été pris, il a été vendu, il y a quelqu'un qui a acheté. Ça, c'est l'offre et la demande. Encore une fois, on va revenir là-dessus dans nos autres capsules, mais c'est pour vous indiquer un peu ici ce mouvement-là au niveau du Bitcoin. C'est ici qu'on va venir acheter et vendre nos Bitcoins. Et ensuite de ça, on va pouvoir prendre nos Bitcoins comme tels et bien évidemment, on va voir le processus ensemble dans les prochaines capsules. Comment prendre de l'argent de notre compte de banque et l'amener dans des endroits comme ça pour acheter des bitcoins. Et la même chose, on va voir à l'inverse, comment prendre des bitcoins pour les vendre et amener l'argent dans notre compte de banque traditionnel. On va tout voir ça ensemble. Donc ça vous éclaircit pas mal. Je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo ici de Banking on Bitcoin. Ça va vous démystifier le Bitcoin de A à Z. C'est en anglais, mais ça vaut la peine là, de l'écouter petit bout par petit bout, là, puis de traduire ça, même avec Google Traduction. Puis, si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis je pourrai y répondre. Mais vous avez énormément d'informations ici qui vous expliquent tout ce qu'il faut savoir sur le Bitcoin. Je voulais garder ça court, on garde ça court. Je vous invite à la prochaine capsule. La prochaine capsule, on va regarder quel compte on doit ouvrir et dans d'autres capsules, comment les ouvrir et pourquoi ouvrir ces comptes-là avant d'être prêt à commencer à jouer avec les bitcoins. Ciao la gang, on se revoit dans la prochaine capsule.